On va commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Quentin Tison, je suis ingénieur à l'ADEME, mais aujourd'hui je viens à titre personnel pour animer cette table ronde qui est intitulée Sobriété versus énergie verte, quelle solution ? Donc on va parler effectivement d'énergie, de dérèglement climatique, de pour quels usages on consomme cette énergie, comment est-ce qu'on la produit et quel arbitrage on fait entre ces deux aspects, usage et production. Et pour cette table ronde, je suis avec Yves Marignac, d'un côté, qui travaille chez Negawatt sur l'expertise et les scénarios, il y reviendra un peu plus dans le détail, et avec Mathilde Mercier, qui est aujourd'hui enseignante-chercheuse à l'École des métiers de l'environnement à Bru, et qui a un parcours d'ingénieur docteur en chimie et qui a travaillé dans l'efficacité énergétique dans l'industrie. Je vais tout de suite leur donner la parole et je vous remercie de bien les applaudir pour lancer cette table ronde. Alors, on va commencer par toi, Mathilde. Je vais te demander de te présenter un petit peu plus. Quelles sont tes activités ? Et je poserai la même question à Yves juste après. Est-ce que tu peux définir les deux grands termes de cette table ronde, la sobriété et les énergies vertes ? Merci beaucoup, Quentin. Donc, je suis ravie d'être ici à double titre parce que c'est un lieu où, quelque part, ce qui nous réunit, c'est la quête de sens. Donc, de par mon parcours, ça m'a toujours animée. Et puis aussi parce que la thématique sobriété versus énergie verte m'intéresse au plus haut point. Alors, quelques mots quand même sur mon parcours brièvement pour expliquer pourquoi j'ai ce regard aussi sur l'énergie. Donc effectivement, je suis ingénieure génie chimique, j'ai un doctorat et j'ai passé 18 ans dans l'industrie avant de devenir enseignant-chercheur. 9 ans pour un grand groupe chimique en centre de recherche et au bout de 5 ans à trouver des solutions d'efficacité énergétique avec des réalisations pour les usines du groupe, pour les usines les plus énergivores et les nouveaux projets. Et puis au bout de 9 ans, quand même, envie de transmettre, et je suis devenue formatrice pour l'Institut français du pétrole Énergie Nouvelle, où j'ai découvert le monde du pétrole, raffinage, pétrochimie, et j'ai formé sur des questions d'efficacité énergétique et d'énergie nouvelle en France et à travers le monde. Donc c'est avec ce regard que j'ai commencé à côtoyer la problématique de l'énergie. L'efficacité existait déjà. La sobriété, moins. C'est pas un scoop. C'est un terme qui est récent. Cet hiver, on a entendu parler de sobriété, même le gouvernement en a parlé. Mais derrière, ce qui pose problème, c'est la définition. Et je laisserai mon collègue de Negawatt parler de la sobriété, parce qu'ils ont parlé du concept depuis longtemps. Mais dans tous les cas, sobriété pour l'industrie, mais ce ne sera pas décorrélé de nos produits de consommation, de nos biens de consommation, et c'est beaucoup plus large que l'énergie. L'énergie, on a juste besoin pour transformer. Mais derrière, on transforme pourquoi et quels sont nos besoins en produits. Actuellement, juste pour terminer par rapport à la question, actuellement je suis enseignant-chercheur à l'École des métiers de l'environnement, Uni-la-Salle, et j'accompagne les étudiants à trouver leur place, enfin essayer de trouver leur place dans un monde en transformation, ce qui n'est pas simple. La transition est déjà en marche, et donc l'énergie est, voilà, c'est juste le reflet, la transition énergétique est juste le reflet d'une transformation plus globale. Efficacité énergétique, je peux y répondre. Finalement, on ne questionne pas la production. On ne questionne pas les tonnages, on ne questionne pas les volumes de nos produits. On a parlé des SUV dans la dernière table ronde. On ne questionne rien. Par contre, on fait des économies d'énergie pour produire la même quantité. Et puis si on est plus efficace, parfois, peut-être qu'on peut produire un peu plus. C'est bien sûr de la provocation. Et juste avant de passer la parole à Yves, sur énergie verte, qui est un terme qui est plus apprécié des plateformes de raffinage. Oui. Alors, énergie verte, sur les plateformes de raffinage, j'avoue que ce qui est utilisé en énergie verte sur les usines locales, sur les usines qui existent sur le territoire, pétrochimiques et tout, c'est quasi inexistant. Enfin,
Surtout que pour les raffineurs, en fait, leur matière première, ce qui rentre, c'est du gaz qu'ils vont pouvoir aller après brûler et voilà. Donc ils émettent, mais ils n'achètent pas de gaz au final. Donc énergie verte, peut-être un peu sur les parkings jusqu'à présent. Mais derrière le terme énergie verte, il y a la notion de renouvelable à l'échelle de temps humaine et il y a la notion de propre au sens émission de gaz. Derrière énergie verte, ce qui se dessine, ce n'est pas forcément les mêmes acteurs que les usines qui fabriquent notre essence, etc. Donc, pour l'instant, ça ne cohabite pas encore. Okay. Yves, je te renvoie la question. Est-ce que tu veux bien présenter un peu plus ces activités et puis définir pour nous sobriété, qui est un terme très important pour Negawatt, et ce qu'on met derrière les énergies vertes? Oui, je vais essayer. En tout cas, je vais commencer avant tout ça par dire à quel point je suis ravi également d'être ici pour plein de raisons. Voilà, je remercie vraiment l'association Séisme de cette invitation et j'adore au passage ce nom de séisme qui est assez provocateur, mais qui dit bien à quel point on a besoin de secouer les choses aujourd'hui pour engager les transformations dont on a besoin. Et ce forum, je le vois justement aussi comme une opportunité d'interroger les transformations de l'ensemble des métiers et d'interroger la manière dont vous, et c'est important quand on a mon âge et une grande partie quand même de son expérience professionnelle derrière soi, comment vous qui allez entrer dans ces métiers allez y trouver du sens. Donc merci vraiment pour tout ça. Moi, je travaille donc au sein de l'association Negawatt, qui est une association d'experts qui, depuis plus de 20 ans maintenant, elle a été créée en 2001, crée notamment des scénarios de transition énergétique. Alors ça ne s'appelait pas comme ça au début, mais je pense qu'on a été parmi les premiers à utiliser ce terme, fondé depuis le début. Et donc là aussi, on est pionnier sur une approche de sobriété énergétique, d'efficacité et de développement des énergies renouvelables. Et voilà, nos scénarios, je pense on peut le dire, contribuent assez largement au débat politique et public sur ces questions aujourd'hui. Sur la sobriété, alors on a effectivement été parmi les premiers à introduire ce terme. Aujourd'hui, il y a une définition qu'on a contribué d'ailleurs à faire émerger dans les travaux du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, qui en donne une définition dans son dernier rapport l'an dernier. Je vais vous la faire un tout petit peu courte, mais en gros, c'est des politiques et mesures qui réduisent la demande en énergie, matières premières, sol et eau, dans le respect des limites planétaires et en assurant des conditions de vie décentes pour tous. Et tous ces éléments sont, à notre sens, importants. Donc les deux points importants sur la sobriété, c'est d'abord qu'effectivement, c'est autre chose que l'efficacité. Typiquement, pour être trivial, l'efficacité, c'est comment je vais mieux isoler mon logement pour utiliser moins d'énergie pour le chauffer, ou comment je prends une voiture avec un moteur à meilleur rendement pour me déplacer. La sobriété, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de chauffer tout mon pavillon que j'occupe seul, ou est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre une voiture pour faire 3 km? Et plus largement, évidemment, parce que ces exemples-là sont triviaux, c'est comment on interroge individuellement et collectivement l'utilité même de nos consommations d'énergie, de ressources, etc. Et comment on définit et atteint ensemble ce qu'on pourrait appeler le juste besoin, avec l'idée qu'il y a bien derrière la sobriété à la fois la notion de consommer moins quand on en consomme trop, mais de pouvoir consommer plus quand on n'en consomme pas assez, et de redistribuer en fait dans l'enveloppe des limites planétaires l'accès à des ressources et à des services. Donc il y a un lien très fort avec des notions d'équité, de solidarité, y compris internationale, ou de justice sociale, et c'est assez fondamental pour nous dans le projet qu'on porte. Sur les énergies vertes, alors, énergies vertes, ça a l'air de dire elles sont parfaitement soutenables par opposition à d'autres qui ne le seraient pas. C'est évidemment trop manichéen. Toutes les énergies, quelles qu'elles soient, portent des risques, des impacts, mais les énergies fondées sur des flux naturels, donc les énergies qu'on appelle énergies renouvelables, sont intrinsèquement, dans la durée, plus soutenables de notre point de vue que les énergies qui épuisent des stocks géologiques, les énergies fossiles d'un côté et le nucléaire de l'autre. Et
Par ailleurs, évidemment, les énergies renouvelables n'ont pas d'impact sur le changement climatique, ou très peu comparé à la combustion des énergies fossiles, et elles n'emportent pas tous les risques spécifiques qui viennent avec le nucléaire, le risque d'accident, la transmission intergénérationnelle des déchets et l'enjeu du lien entre nucléaire civil et militaire avec toute la dimension géopolitique. Et donc, voilà, il nous semble, nous, effectivement, que la voie d'un avenir soutenable, c'est d'aller vers le 100% renouvelable, en précisant bien que ce n'est pas que l'électricité, hein, c'est aussi l'usage de la biomasse pour des besoins énergétiques. Mais peut-être par rapport au titre de cette table ronde, pour nous, l'essentiel, c'est de ne surtout pas opposer l'idée de sobriété et l'idée d'énergie verte. C'est-à-dire d'un côté l'idée qu'il faudrait se serrer la ceinture, et de l'autre qu'il n'y aurait pas besoin de se serrer la ceinture parce qu'on peut avoir plein d'énergies renouvelables. En fait, ce dont on a besoin, c'est d'écraser la consommation d'énergie non soutenable aujourd'hui, et on a deux leviers pour ça. D'une part, la modération de notre consommation, c'est la sobriété, et d'autre part, le remplacement de ces énergies par les énergies renouvelables. Et si on n'actionne qu'un des deux leviers, en fait, on n'atteindra pas nos objectifs, et on les atteindra encore moins dans les délais très courts que nous impose l'urgence climatique et écologique. Merci beaucoup Yves, je rebondis sur ce que tu dis sur cette notion de ne pas opposer sobriété énergie verte. La question qu'on va se poser effectivement, c'est où on met le curseur. Est-ce qu'on est dans une sobriété la plus totale, on vit tous dans 10 mètres carrés avec un vélo pour 5 et on mange des lentilles tous les jours, pour faire l'extrême. Et puis de l'autre côté, on passe notre journée derrière des écrans, prendre l'avion toutes les semaines et du coup avoir des centrales énergétiques, quelles qu'elles soient, partout sur le territoire. Donc pour illustrer un peu ça et puis poser le débat aussi avec des études qui ont été chiffrées, on va vous projeter une vidéo qui présente des scénarios de transition qui ont été faits par l'ADEME, en complément d'autres existants, et vous allez en parler après, pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Donc vous allez voir dans la vidéo, l'ADEME a défini 4 scénarios avec des voies différentes, des projets de société différents, et des chemins qui nous amènent tous à la neutralité carbone, mais avec un curseur entre sobriété et énergie verte, et plus largement technologie verte, qui est différent, et on se retrouve juste après la vidéo pour en parler. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Complétées si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières.
Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces 4 scénarios? La première, c'est le message général quand même de se dire que peu importe le chemin qu'on prend, on va devoir décider collectivement d'un projet de société commun qui soit porté sur la sobriété et les technologies et mettre en place des choses très rapidement. C'était un message important à passer quand même. Et ensuite, pour reprendre les 4 scénarios, vous l'avez vu, ont été définis par l'ADEME des scénarios qui vont d'une sobriété assez importante, contrainte par l'État et en même temps voulue par nous citoyens, où on vit globalement dans des petites villes de 20-30 000 habitants. Un tiers de la population est végétarienne et on vit plutôt en localisme, jusqu'au scénario 4 où on met en place toutes les technologies vertes disponibles et on parie, puisqu'on ne fait pas de sobriété ou quasiment pas de sobriété et donc on émet toujours trop de gaz à effet de serre, on parie sur une technologie qui n'est pas mature aujourd'hui, qui nous permettrait de capter le CO2 directement dans l'air pour ensuite le séquestrer dans des anciens puits de pétrole ou l'utiliser dans la chimie. Je vais procéder à un petit vote avec vous, le public. Je vais vous demander quel scénario vous avez préféré entre le 1, le 2, le 3 ou le 4. Alors, on va d'abord lever la main pour ceux qui préfèrent le scénario 1. Levez la main. Ok, je ne vais pas compter. On va faire un premier vote, on va voir s'il y a une majorité ou pas. Qui vote pour le scénario 2, coopération territoriale? Ok, à peu près pareil. Qui vote pour le scénario 3? Un peu moins. Et qui vote pour le scénario 4? Ok. 2 hommes de risque, bravo. Et pas mal de sans-avis quand même. Et pas mal de sans-avis. Qui est sans avis? Ok. Peut-être un petit peu plus. Merci beaucoup. On voit plutôt une préférence a priori pour le scénario 1 et 2. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Quel scénario est selon vous le plus probable, celui qui va être mis en place à l'échelle de la France à horizon 2050? On relance les votes sur le scénario 1. Voilà un métier d'avenir. Donc quel scénario le plus probable selon vous? Scénario 1? Ok, personne. Scénario 2? Ok, 5 personnes. Scénario 3? Ok, et scénario 4? Ok. J'avais annoncé à Yves et Mathilde, parce que je présente souvent ces scénarios. C'était une tendance qu'on attendait. C'est ça. C'est que globalement, quasiment à chaque fois que je les présente, sauf quand c'est un parterre uniquement d'industriels ou de gens qui sont assez orientés, je trouve ces résultats-là. Les gens préfèrent le scénario 1 et 2, en tout cas dans la philosophie, dans les valeurs qu'elles portent.
et puis pense que le scénario 3 et 4 sera la voie qu'on va emprunter pour atteindre cette neutralité carbone et faire la transition écologique. Avant de vous demander votre avis, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Le fait que les gens, en tout cas ici, préfèrent le scénario 1 et 2 et pensent le 3 et 4 plus probable. C'est pas surprenant. Dans les cours que je donne, c'est aussi un petit peu la sensation que j'ai. À chaque fois, les étudiants préfèrent le scénario 1 et 2 par rapport aux autres. Je pense aussi que peut-être ça peut dépendre des jours. Il y a des jours où on va être très très pessimiste et finalement le scénario 4 c'est un peu le scénario de la fin. Mince, c'est trop tard, on n'aura rien changé, on n'aura rien pu changer. Avec fatalisme, il faudra réparer. Enfin, ça fait pas trop rêver quand même, ce scénario-là. Et le scénario 1 et 2, c'est comme si on pensait que ce n'était pas possible parce qu'on se rend compte que derrière, il y a de la profondeur, il y a un changement sociétal en profondeur à réaliser. Et derrière la question de besoin qui sous-tend la sobriété, mais ce n'est pas si simple. Comment définir un besoin vital, essentiel? Est-ce qu'à travers le monde, un Africain aura le même besoin qu'un Français? Non. Donc ça veut dire tout un changement des questionnements qui sont bien plus larges que la simple question de l'énergie. Oui, alors on en a parlé effectivement, et moi je trouve cette dissonance collective majeure assez fascinante et très instructive, puisqu'elle nous dit qu'on pense qu'on va là où on ne veut pas aller. C'est quand même assez terrible comme constat collectif. Derrière ça, il y a deux choses qui m'interrogent. Moi, j'ai d'une certaine manière le même réflexe que vous, quand j'observe une forme d'immobilisme aujourd'hui, quand j'observe même un retour à des réflexes très conservateurs, du climato-dénialisme, du technosolutionnisme, pour employer le jargon qu'on emploie pour qualifier toutes ces évolutions, à la faveur des crises actuelles qui réactivent des émotions plutôt négatives, de peur, etc., qui ne sont pas les meilleures émotions pour nous faire avancer. Je comprends bien qu'on ait le sentiment que ces scénarios 3 et 4 sont les plus probables. Ce qui est intéressant, c'est que la raison même pour laquelle des scénarios tels que le 1 et le 2 existent, c'est justement qu'on ait un certain nombre d'experts à penser que le 3 et le 4 ne sont pas possibles, parce qu'ils ne sont pas soutenables. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des trajectoires qui portent en elles des causes d'effondrement partiel ou complet de la société, de l'économie. Et donc, de la même manière que, effectivement, il faut s'interroger sur la raison pour laquelle on ne pense pas possible ou suffisamment probable les scénarios de type 1 et 2, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on continue à croire en un avenir où rien ne change, alors même qu'on est de plus en plus conscient de la nécessité absolue d'un changement. Ça, c'est le premier point. Et sur les scénarios S1, S2, sur des scénarios, tu l'as dit, de transformation profonde, en fait, là aussi, c'est intéressant, on parle de transformation à 2050. Alors vous êtes un public jeune, donc ça ne va pas vous parler, mais souvenez-vous de l'image que vous avez de la société dans les années 80-90. Pour ceux comme moi qui ont connu cette transformation, la société s'est profondément transformée. Et en fait, quand vous qualifiez sur des indicateurs de consommation, de mode de vie, etc., les transformations qu'on a connues depuis 30 ans, elles ne sont pas plus profondes, plus brutales ou plus choquantes que celles que ces scénarios projettent sur 30 ans. Donc pour moi, ce à quoi renvoie vraiment ce vote à main levée, c'est comment ça interroge notre capacité collective à croire dans notre capacité à transformer les choses. Voilà. Et j'imagine que c'est aussi parce que vous voulez participer de ça dans votre avenir professionnel que vous êtes là. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ce point. Je voudrais rebondir aussi là-dessus. Effectivement, je pense qu'il faut se permettre de rêver et penser qu'on peut changer les choses et que le débat n'est pas que scientifique. Parce que finalement, le réchauffement climatique, c'est tous les citoyens et c'est tous les corps de métier. C'est comme s'il y avait
il n'y avait que les experts sur ce thématique qui pouvaient s'exprimer sur la transition actuelle, la transformation. Pas du tout. C'est professionnellement, c'est en tant que citoyen, c'est si en tant que consommateur, à un moment donné, on a vu, c'est le tertiaire, le transport est responsable du réchauffement climatique. Si collectivement, il y a des modifications profondes, eh bien, ça peut impacter. Donc, oui, effectivement, c'est y croire que le 1 et 2 sont possibles. Je dirais même que c'est pour ça qu'on fait des scénarios, en fait. Alors, il y avait la question de... quelle préférence peut-être pour nous moi, je préfère quelque chose qui est à peu près du côté du deuxième scénario, mais qui est en fait le scénario négawatt, hein, sans surprise, puisqu'on l'a travaillé justement pour essayer de porter le projet de société le plus conforme à nos valeurs et aux impératifs écologiques et sociaux. Voilà, c'est un scénario qui est assez proche du deuxième, qui parie sur une sobriété modérée, du type stabilisation des surfaces de logement par habitant, du type réduction d'environ 15% des kilomètres parcourus par habitant, mais grâce en particulier à un meilleur aménagement du territoire, donc en fait en raccourcissant les distances que l'on a besoin de parcourir pour atteindre les mêmes choses. Donc voilà, on n'est pas dans la radicalité, et ça nous interroge d'ailleurs aujourd'hui par rapport à l'aggravation continue de la situation. Mais voilà, c'est un scénario de neutralité carbone, 100% renouvelable, et surtout, parce que le petit film présente uniquement les scénarios sous l'angle de l'atteinte de la neutralité carbone, notre scénario, on a fait l'effort de le qualifier vis-à-vis des 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les Nations Unies, pour montrer que sur l'ensemble des indicateurs environnementaux, la biodiversité, sociaux, l'emploi, c'est un scénario qui crée 600 000 emplois nets quand même d'ici 2035-2040, c'est pas négligeable. La réduction des inégalités, des enjeux de gouvernance, des enjeux de développement territorial. Notre scénario essaye de cocher les différentes cases, et l'ADEME a fait un travail de comparaison de ces 4 scénarios sous l'angle des objectifs de développement durable et des différents risques géopolitiques, sanitaires, etc., qui montrent que S1 et S2, notamment grâce à la sobriété, sont bien mieux placés sur l'ensemble de ces indicateurs. Donc c'est voilà, dans ce type de projection qu'on se place, mais on l'a dit, à travers les scénarios, ce qu'on dessine, ce qu'on projette, c'est véritablement un projet de société, parce que les transformations dont on a besoin sont des transformations qui vont impacter en profondeur nos modes de consommation, nos modes de production et notre organisation collective. Et donc, on a besoin, en fait, pour se mettre en mouvement, d'y croire. Et on a besoin d'y croire à 3 niveaux. Je finis sur ce point, et c'est vraiment ça qu'on essaye de travailler les uns et les autres quand on fait ces scénarios. D'abord, d'avoir une vision à long terme qui soit suffisamment désirable pour nous mettre en mouvement. C'est quand même la base, la première chose. Mais en fait, si vous partez de l'idée de faire une vision désirable, vous risquez d'arriver à quelque chose que vous ne savez pas atteindre. Donc il est essentiel de construire une vision à partir de la situation actuelle et d'une trajectoire réaliste pour y parvenir. Ça, c'est la feuille de route. Et puis, il faut un mode d'emploi, c'est-à-dire il faut travailler au rythme de transformation et aux priorités, aux transformations nécessaires dans l'industrie, aux énergies renouvelables à mobiliser, etc., pour savoir quelle politique et mesures mener. Et c'est une fois qu'on a fait ce travail qu'on peut effectivement, collectivement et démocratiquement débattre de ça, parce qu'une chose est sûre, c'est certainement pas aux experts, même s'ils y mettent toute l'intelligence collective possible, de prendre ces décisions. On a besoin d'embarquer tout le monde, et pour ça, on a besoin que tout le monde soit impliqué dans la réflexion. Juste, oui, pour ajouter, merci Yves pour avoir apporté ton point de vue sur la préférence. Je vais te demander aussi quel scénario tu préfères. Très rapidement. Et en termes de probabilité aussi, oui. Je pense que la plupart des gens ici ont répondu que c'est plus probable par rapport plutôt à la politique actuelle, la politique gouvernementale, la politique des élus locaux, la politique des entreprises. Je vous demanderais plutôt à vous deux d'apporter un regard sur la probabilité technique aussi, d'avoir une transition uniquement avec des technologies.
Est-ce que techniquement c'est possible, faisable? Oui, alors par rapport au scénario que je préfère, le 1 me parle parce qu'on revient à la source de pourquoi on en est là. C'est-à-dire qu'on questionne, on sait qu'on en est là parce qu'on a cru que tout nous appartenait, que c'est une histoire de propriété et que on pouvait avoir tout immédiatement, aller voyager le plus loin possible, donc qu'il n'y avait pas de limite de ressources. Donc re-questionner le besoin revient à la source. Après, le scénario 1 demande tellement de changements en profondeur que le 2 met l'accent sur de la coopération territoriale, ça change de gouvernance, on change d'échelle, on revient peut-être à un poids qui est plus mis sur le citoyen. Donc je dirais le 2, et j'espère que ce sera là que ça se mettra. Parce que derrière les technologies vertes, ce n'est pas sans impact. On sait très bien que... on est dépendant énergétiquement. Actuellement, on a bien vu, dès qu'il y a une guerre, une tension, on l'a vu avec l'Ukraine, on met en avant notre problématique de sécurité d'approvisionnement. RTE en parle d'ailleurs beaucoup. Donc, on est dépendant vis-à-vis de certains pays, l'uranium aussi, voilà. Mais aller vers les énergies vertes crée aussi d'autres dépendances avec d'autres acteurs. Donc, je dirais, pour résumer, il ne faut plus jamais sans la question de la sobriété et de l'efficacité. Parce que quoi qu'il arrive, remplacer un système A par un système B sans s'être posé la question pourquoi on est dans la merde, enfin, pardon, mais c'est dit. C'est dit, c'est sorti, ça résout rien. Voilà. Oui, alors, en termes de préférence, par rapport à cet enjeu solution du côté, je vais plutôt parler de l'organisation sociétale que des changements de comportement, parce qu'un des pièges, c'est de réduire la sobriété à un simple changement de comportement individuel, alors qu'on voit bien que ça passe par des transformations beaucoup plus collectives et organisées. Donc, dans le débat entre des solutions de nature sociétale et des solutions de nature technologique, moi, il me semble que le scénario S2, en fait, est un bon compromis entre l'activation de ces deux leviers. Ce qui est sûr, c'est que les scénarios de type S3 et a fortiori S4, donc des scénarios qu'on dit technosolutionnistes, je réemploie ce jargon, qui parient énormément, fortement, voire énormément sur les technologies, sont en fait des scénarios de fuite en avant. Je vais vous donner un exemple, un chiffre. La stratégie actuelle du gouvernement en matière d'électrification de la mobilité repose sur l'idée qu'on va faire le job en remplaçant les véhicules thermiques par des véhicules électriques sans modifier structurellement l'organisation des transports. Donc avec des voitures qui restent de plus en plus grosses, avec toujours autant de transports routiers, etc., etc. Les chiffres du gouvernement, c'est que pour faire ça, pour atteindre nos objectifs, notamment l'objectif de 55% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à 2030, qui est l'objectif actuellement fixé au niveau européen et dont on sait par ailleurs qu'il n'est malheureusement encore pas suffisant, la France aurait besoin chaque année, dans les 10 ans qui viennent, de 5% de la production mondiale de lithium pour les batteries. Donc on voit bien qu'en fait ça ne tient pas. Juste sur un indicateur simple comme celui-là, mais si vous multipliez les solutions technologiques auxquelles on fait appel, voilà, ça ne fonctionne pas. Mais derrière ça, je reviens à cette idée de en quoi on croit, en quelle capacité de transformation on croit. Et voilà, on vit dans un monde dominé par les ingénieurs et les économistes qui se sont construits cette vision du monde et nous ont habitués à y adhérer, selon laquelle le plus facile à faire dans le monde réel, c'est d'impulser des changements de technologie par des signaux économiques. Et donc, on a tous collectivement à commencer par le plus haut sommet de l'État, vous parliez du président de la République tout à l'heure, qui nous promet en fait une forme d'abondance décarbonée à terme, en réactivant le nucléaire et en démultipliant les renouvelables. On a tous ce réflexe de penser que ça va être plus facile d'aller sur cette pente-là. Et qu'à l'inverse, aller sur la pente d'une organisation différente est très compliqué. Le retour d'expérience montre qu'en fait, on se plante souvent sur des objectifs que l'on se fixe du point de vue technologique et qu'on réussit souvent
quand on a le courage de le faire, sur des objectifs qu'on se fixe du point de vue de l'organisation collective et des changements de mode de vie. Et donc, encore une fois, moi, j'invite vraiment à beaucoup réfléchir à notre capacité collective à aller dans cette direction. Notre analyse, c'est que c'est assez vital aujourd'hui, en fait, de sortir de cet héritage culturel pour réussir. Et par rapport à la transformation industrielle, les industries, c'est un milieu que je connais bien, on dit que les scénarios 1 et 2, c'est de la transformation fondamentale. Mais ils savent faire techniquement. Il y a déjà des grosses plateformes où il y a de la mutualisation de ressources, où il y a du recyclage. Techniquement, on sait faire. Ce n'est pas un problème de non-capacité à faire. C'est vraiment un problème de rester rentable, effectivement, voir où on peut faire des marges, etc. Mais ce n'est pas un verrou technologique sur la transformation. L'efficacité énergétique, ça ne pose pas de problème parce qu'on réduit les coûts opératoires, donc on est encore plus rentable si on investit. Et en plus, si on a des aides, c'est encore mieux. Par contre, sur mutualiser, sur aussi recycler, c'est possible. Ou questionner le nombre de produits mis en vente, les dimensions, etc. C'est possible, c'est juste une volonté qui n'est pas encore là. Merci beaucoup. On était là sur la vision des grands enjeux à l'échelle nationale. Est-ce qu'on va vers la sobriété des énergies vertes, leurs limites, leurs conséquences. Je vous propose qu'on revienne à nos échelles personnelles. Donc là, on voit qu'effectivement, on a plusieurs possibilités de projection dans l'avenir. Et vous, qui êtes pour la plupart étudiants, mais même pour ceux qui ne sont pas étudiants, vous posez peut-être la question de qu'est-ce que je fais après mes études, quel sera mon métier. Et on voit qu'effectivement, en fonction de l'avenir dans lequel on se projette, et donc de l'avenir qu'on a envie de créer, et donc du métier qu'on va faire, on a des perspectives différentes. Et en même temps, il y a des métiers qui seront là dans tous les scénarios pour, dans l'industrie, par exemple, électrifier certains procédés pour des produits qu'on considère comme importants, remplacer des chaudières gaz par de la chaudière biomasse éventuellement, faire le recyclage, collecter les déchets, les trier, etc. Tout un tas de métiers. Je vous pose la question, d'abord Mathilde, puis Yves. Vous êtes diplômés aujourd'hui. Dans quel métier vous vous lancez ? Alors, c'est pas une question simple. Hein. C'est vrai. En restant ingénieur. Bon, je vais essayer de répondre en restant ingénieur et en posant la question du type de structure. Alors déjà, j'ai bien regardé le film Rupture et il m'a parlé à plein de moments, vu que je me suis posé ces questions quelques vingtaines d'années plus tôt. De savoir est-ce que j'avais envie de transformer de l'intérieur ou est-ce que j'avais envie de me faire un pas de côté, un gros pas de côté. Première question, j'ai choisi à un moment donné d'être à l'intérieur, en semant mes petites graines, en m'essoufflant parfois, mais en semant les petites graines et en me disant que finalement on pouvait transformer et puis impulser des changements de l'intérieur. À un moment donné, j'ai fait le pas de côté en faisant de l'enseignement. Je pense que je reviendrai à un moment donné dans l'enseignement. Je commencerai peut-être pas ma carrière par faire de l'enseignement parce qu'on a besoin d'avoir quand même vu, compris, pour après trouver des solutions, même vu le pire, parce que faut bien voir le pire, faut bien le comprendre pour concrètement parler avec eux et puis sans juger, parce que tout n'est pas noir ou blanc, c'est pas vrai, c'est gris. Et peut-être quand même que je ferai attention. Alors, qu'on partage du sens, des valeurs, et je crois que je le placerai au-delà du défi technique, je le placerai dans du sens de prendre soin. C'est-à-dire tous les impacts par rapport à la nature, par rapport à l'environnement, et prendre soin de ses collaborateurs. Je crois que c'est le même endroit, en fait. On recrée du lien, on prend soin. Donc, je ferai attention au mode de management. Donc, tu serais ingénieur dans une entreprise qui a tes valeurs. Et voilà. Et du management un peu plus collaboratif, transversal. Et voilà ce que je ferai. Yves, de ton côté, tu t'engages chez qui ?
Alors, non, je vais répondre en 3 points. D'abord, à titre personnel, je ne changerai pas le métier que je fais parce que j'ai la chance de faire un métier qui a du sens, qui est valorisant à titre personnel, qui, je crois, participe en tout cas au moins à sensibiliser et à pousser le débat sur ces transformations, et où en plus j'ai la chance d'être tous les jours confronté à des nouveaux contenus, des nouveaux enjeux, des nouveaux interlocuteurs, des nouvelles situations, donc qui me nourrit énormément. Donc j'ai vraiment pas de raison de changer, mais c'est très court comme réponse. Et donc je vais essayer de répondre à la fois d'un point de vue plus collectif et revenir à un point de vue personnel. D'un point de vue plus collectif, je pense que il n'y a pas de métier particulier à recommander aujourd'hui. Il y a au contraire à vous recommander d'aller dans tous les métiers. Ce que je veux dire par là, c'est que la transformation dont on a besoin, elle est partout, dans tous les secteurs, et dans tous les types de métiers, et dans tous les types de structures, des collectivités aux très grandes entreprises, même les grandes entreprises qui aujourd'hui contribuent très clairement à l'aggravation de la situation plutôt qu'à la solution. Total Énergie, par exemple, dans notre secteur, dans des petites startups qui innovent, etc., dans la finance, partout. Ce qui est important, c'est d'aller dans des métiers qui font sens pour vous et qui contribuent à cette transformation. C'est-à-dire ce à quoi on est collectivement confronté, c'est en fait l'urgence de ne plus affecter aucune ressource à l'entretien ou à l'aggravation de la situation actuelle, et toutes nos ressources à l'amélioration. Donc voilà, la ressource que vous constituez, votre intelligence, vos compétences, votre expérience à mesure que vous avancerez dans votre carrière, pour à la fois trouver du sens individuellement et contribuer à la transformation, la seule clé de lecture, c'est d'être à un endroit où vous contribuez bien plus à transformer qu'à entretenir la situation actuelle. Ça, c'est d'un point de vue collectif. Et après, je reviens sur mon parcours personnel. En fait, je dis je ne changerai pas de métier, mais je pense que je serais bien incapable aujourd'hui d'atteindre le même métier. Pourquoi ? Parce que ça a été le fruit de plein de hasards, de rencontres, etc. Je racontais tout à l'heure à Quentin que même c'est passé par le fait de tomber sur un prospectus pour la création d'un DEA, c'est l'équivalent d'un Master 2 aujourd'hui, le jour où j'allais m'inscrire par défaut dans un DEA de maths, et ça m'a fait, pour prendre un terme qu'on utilise actuellement, bifurquer, sans le savoir à l'époque. Et donc je serais incapable aujourd'hui de reconstituer les mêmes opportunités et les mêmes hasards, mais le regard que je porte rétrospectivement sur ce parcours, c'est qu'en fait, il y a eu un ou des fils conducteurs extrêmement structurants. Et en particulier, ce qui m'a porté dans mes choix d'évolution, de formation et de métiers dans lesquels je me suis embarqué, c'est la volonté de produire de l'expertise dans des conditions où elle contribue à un débat pluraliste, avec la conviction très forte que c'est un passage nécessaire pour mieux informer le débat public et arriver à des décisions qui vont davantage dans le sens de l'intérêt général. Et donc, quand je me retourne, en fait, tous les choix que j'ai faits et toute mon évolution, elle est d'une certaine manière structurée par ça. Et c'est quelque chose que j'ai profondément en moi, qui m'anime et me motive. Et donc, voilà, le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'être complètement ouvert à des opportunités et d'être ouvert à ce qui résonne en vous. Vous ne le comprendrez pas forcément sur le moment, vous ne l'analyserez pas forcément comme ça, mais si vous êtes ouvert de cette manière, au bout de plusieurs étapes, vous comprendrez rétrospectivement ce qui vous a porté dans ces choix et ce qui donne sens à votre parcours professionnel. Oui, ça fait complètement sens. Je ne pourrais pas former si je n'avais pas vu de l'intérieur aussi des industries. Je serais incapable de proposer des solutions que j'ai vécues et qui sont beaucoup plus concrètes. Donc non, une fois qu'on fait un choix, y rester en étant le plus fidèle à soi-même, ses valeurs, et puis après l'utiliser pour continuer et puis trouver sa place. Et si on est bien à un endroit,
on continue l'aventure à cet endroit-là. Sinon, changer. Voilà, c'est ça aussi. Changer, c'est le mot de la fin pour cette table ronde. On va prendre quelques questions. Je pense qu'on va avoir le temps pour 2 questions du public. Je vois qu'il y en a une ici. Je vais vous passer le micro, je vais descendre avec vous. Je vous laisse tous les deux sur la scène. Okay. Ah, il y a un micro qui passe, c'est super. Ok. Donc on va prendre 2 questions pour Yves ou Mathilde, et puis on va clore cette table ronde. Bonjour, merci. J'avais une question concernant justement le titre un peu de cette conférence sur les solutions. Et je me demandais si une des solutions pour atteindre justement ce scénario 1 ou 2 qui semble plutôt enviable ne serait pas justement de venir redéfinir ce qu'est la sobriété aujourd'hui dans notre société et finalement rendre tous les métiers qui sont plus sobres aussi, au-delà de l'industrie ou quoi que ce soit, plus désirables. Et donc peut-être encourager tous ces jeunes qui sont ici dans la salle à aller dans l'innovation, mais dans l'innovation structurelle de comment venir redéfinir notre société aujourd'hui pour qu'elle devienne plus sobre et plus désirable. Voilà. C'était un appel à toutes on ne peut qu'approuver ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, on a dit tous les corps de métier. Je pense que derrière aussi, c'est redéfinir qu'est-ce qui fait sens. Enfin, pour la société, je pense que les sociologues ont un bel avenir aussi pour dessiner la société de demain. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui rend heureux? Enfin, derrière, il y a vraiment quelle est la place? Il y a vraiment des questions profondes à interroger. Et c'est effectivement remettre en avant, quand vous dites des métiers plus sobres, c'est redonner de la valeur à de la qualité qui n'est pas, à de la valeur à, par exemple, du partage, de la valeur à d'autres choses qui ne sont pas monnayables. C'est définir aussi une autre économie. Est-ce que de l'évitement de risques, ça peut se quantifier? Enfin, actuellement, je travaille sur un projet de recherche où on questionne ça. C'est un sujet qui est passionnant, mais... Ouais, je veux dire, en matière d'innovation, le champ est immense. Je veux dire, il faut transformer la gouvernance, il faut transformer la finance, la comptabilité des entreprises, l'action territoriale et bien sûr les process dans l'industrie, par exemple. Et en fait, vous avez, votre génération, vous êtes héritière d'une merde qu'on vous laisse, pour reprendre le joli terme utilisé tout à l'heure, malheureusement. Mais vous avez l'opportunité de créer intégralement un nouveau modèle économique, un nouveau modèle industriel et des nouveaux modes de vie. Donc laisser libre cours à l'innovation. Et par exemple, pour les ingénieurs, ce qui va être fondamental quand on reprend la démarche sobriété, efficacité et ressources renouvelables, c'est en fait d'aller porter l'innovation sur la notion de service, le service rendu. Et un service qui à la fois soit bien dimensionné, soit fourni dans les conditions les plus efficaces possibles et en faisant appel aux ressources les plus locales, les plus circulaires, les plus renouvelables possibles. Et donc là, pour les métiers d'ingénieur, en fait, l'orientation même du métier d'ingénieur se transforme et je trouve que c'est des métiers qui aujourd'hui peuvent trouver énormément de sens dès lors qu'on trouve à les exercer dans des structures qui le permettent, et c'est ça malheureusement le principal frein actuellement. Je suis désolé, je suis le grand méchant maître du temps, on va faire court sur les dernières réponses. On va prendre une autre question, ouais, juste là-bas. Bonsoir et merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question qui est peut-être un petit peu compliquée, mais ce que je ressens, c'est que vous parlez d'un discours où on sent bien qu'il y a une lame de fond social et il y a une capacité à travers les entreprises, à travers les projets qui sont créés et une mobilisation de chacun pour transformer une société. Mais il y a aussi des problématiques financières, de structure de nos réglementations, etc. Et c'est un problème politique aussi. Je pense qui est assez fondamental et dans notre capacité à construire une nouvelle société, on ne le fera pas sans une décision plus large qui se fait au niveau national.
Comment, à travers vos métiers, vous participez à cette mobilisation, peut-être transformer les modes de décision. Voilà, c'était la question, et j'en profite aussi, s'il y en a qui sont intéressés de signer des pétitions en soutien à Thomas Braille, qui défend qui lutte contre l'autoroute A69, n'hésitez pas, c'est sur le site La Voix est libre. Donc, quand est-ce que vous engagez en politique, Yves et Mathilde? Pas du tout. J'ai fait partie à un moment donné de comités de gouvernance sur l'énergie pour des grands groupes. J'en suis sortie parce que j'y arrivais pas. Pour moi, l'objectif était tellement clair, on devait collaborer ensemble pour atteindre un objectif. Ben non, je ne devais pas parler le même langage. Donc, c'est pas simple parce que, évidemment, on sait bien qu'il y a des choses qui passeront par des réglementations. On sait très bien aussi que les grosses entreprises sont régies par des systèmes d'actionnaires, et que ça, à un moment donné, ça étouffe un peu la marge de manœuvre. Mais malgré tout, à l'échelle citoyenne, il peut y avoir des choses qui peuvent quand même se développer et en grossissant, qui seront visibles. Mais je ne suis pas politicienne du tout, je le dis de l'intérieur. Alors, c'est effectivement une question très complexe. À propos de la 69, sans prendre... Non, mais parce que je vais faire le lien avec la question plus globale que vous posez. Je recommande à tout le monde d'aller regarder le projet alternatif développé par un collectif. C'est un travail remarquable. Et c'est l'illustration du fait que la société civile est capable, lorsqu'elle se mobilise et lorsqu'elle sait mobiliser de l'expertise et réfléchir ensemble, de construire des projets qui font sens et qui sont tout à fait aussi solides et en l'espèce bien plus pertinents que les projets produits par la technocratie. Et donc, j'y vois là un exemple important de comment on peut articuler de l'expertise, de la mobilisation de la société civile et, in fine, du processus démocratique. Et c'est là, effectivement, dans le cas de la 69, qu'on se heurte visiblement à un mur. Et ça m'envoie à la vision plus générale qu'on peut avoir des choses. Du côté de l'association Négawatt, on est intimement convaincu que le principe démocratique est à la fois un objectif, quelque chose à maintenir et à renforcer, parce que ça fait partie d'une trajectoire soutenable. Ça fait partie des objectifs de développement durable, une gouvernance démocratique, mais surtout parce que c'est un moyen indispensable pour atteindre la transformation dont on a besoin. On s'oppose en ça à une vision extrêmement technocratique qui est portée par certains acteurs, et je vais mentionner ici Jean-Marc Jancovici, qui dit « on n'a pas le temps d'attendre que les gens comprennent ». Et ça renvoie notamment à ce vieux réflexe hyper centralisateur et technocratique de recours au nucléaire. Nous, on est dans une vision où la transition, elle repose sur une action très locale, la sobriété, la réorganisation des transports, l'efficacité au sens de la rénovation des bâtiments, la mobilisation des énergies renouvelables, c'est des actions qui sont ancrées dans les territoires, qui sont locales, qui ont besoin d'être portées par les acteurs au plus près du terrain. Et donc, la mise en œuvre, qui peut être massifiée dès lors que les gens, effectivement, comprennent, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un potentiel énorme d'accélération, mais ça n'advient que s'il y a une appropriation collective et à cette échelle des enjeux et des solutions. Et donc ça passe par des processus éminemment démocratiques, et il faut prendre le temps de les faire. Et je finirai en disant que le retour d'expérience, c'est que des processus délibératifs où on embarque les citoyens et où on les amène à ces enjeux, ça a fait la preuve de son bon fonctionnement. Le meilleur exemple en France, mais ce n'est pas le seul, à l'échelle internationale, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Vous vous souvenez que le président de la République avait promis de prendre ses conclusions sans filtre. Je pense qu'il avait promis ça en n'imaginant pas du tout que les conclusions seraient aussi favorables, en fait, à une transformation. En gros, les citoyens, ils ont produit un truc qui est entre le S1 et le S2 de l'ADEME. Et c'est ça dont la technocratie, justement, ne voulait pas. Voilà. Je vais grappiller un tout petit bout de temps encore avec une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ?
Tout est clair? Tout là-haut. Ah. Il y en a une en haut, ouais. On va... Ouais. Je vais... Je redonne la question au micro pour que tout le monde l'entende et que ça soit dans l'enregistrement. Donc, on parle ici de prendre le temps, de résilience et de construire un nouveau modèle de société. La question, c'est comment on trouve le temps, qui a le temps de faire ça dans un monde qui va toujours plus vite avec les technologies et l'intelligence artificielle. C'est bien ça? Et réponse très courte. Wow. Non, mais... C'est un sujet de philo, ça. Vous avez 1 minute chacun. Bah, le changement de notre rapport au temps fait partie intégrante d'un projet de sobriété, au sens où la contraction de notre temps et l'injonction à l'utiliser de la façon la plus productive possible, que ce soit lorsqu'on est en position de producteur ou en position de consommateur, est de plus en plus forte. Un exemple donné par un économiste récemment que j'aime bien, c'est la manière dont on passe un temps très différent à choisir un livre et à le lire, ou à regarder une série sur une grande plateforme, je ne vais pas citer de nom. Et voilà, cette injonction, elle est permanente. Et donc, retrouver le sens de notre rapport au temps fait partie de la transformation dont on a besoin. Une fois que j'ai dit ça, voilà, je ne sais pas comment y parvenir, mais les réflexions, puisqu'on parlait d'innovation tout à l'heure, les réflexions menées par les sociologues et les économistes sur notre rapport à l'espace, notre rapport au temps, notre rapport au travail, sont essentielles pour repenser un projet voilà, qui fasse collectivement sens. Pour répondre à la question, 2 choses qui me viennent. En 1 minute, Mathilde. Oui. 1 minute, bah, merci. Donc, il y a 2 visions du monde futur. On voit que cohabitent pas du tout le low-tech, le retour à la nature, prendre notre temps. Et puis, d'un coup, a fait partie de la transition l'intelligence artificielle, l'ultra-communication, l'interconnexion, etc. Donc, voilà, 2 visions, 2 mondes. J'ai pu voir, face à des incidents ou des urgences, il est urgent de ne rien faire. Face à une urgence, il faut faire un pas de côté pour prendre les bonnes décisions. Parfois, d'aller trop vite face à quelque chose à décider, ce n'est pas forcément efficace sur du long terme. Donc arrêtons aussi de prendre des décisions qui doivent être efficaces à court terme. C'est avoir une vraie projection, on voit où on veut aller, on y va, on s'y tient, et puis en attendant, pour ne pas être trop anxieux, parce que si on va vers le réchauffement climatique, ce n'est pas terrible non plus, c'est revenir au temps présent et le savourer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves, merci Mathilde, pour cette table ronde, et merci à vous. Et de gros applaudissements, s'il vous plaît, pour l'association Séisme qui a organisé ce forum à 5 personnes. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Merci à eux.